Janvier 1945, le commandant suprême des forces alliées, Dwight Eisenhower, entre dans son bureau à Versailles pour une rencontre avec le maréchal Bernard Montgomery. La tension est telle qu'on pourrait la couper au couteau. Depuis des mois, Montgomery se plaint, critique et mine publiquement la stratégie d'Eisenhower. Il s'attribue les victoires américaines, fait pression sur Churchill pour obtenir le commandement global, traite les généraux américains comme des subordonnés incompétents. Et aujourd'hui, Eisenhower en a assez. Ce qui va se passer dans cette pièce mettra fin à jamais à l'influence de Montgomery sur les forces américaines. C'est le moment où le commandant suprême, habituellement patient et diplomate, cesse de l'être. Le moment où Eisenhower devient brutalement clair. Tais-toi, obéis ou pars. Si vous aimez les confrontations méconnues qui ont façonné l'histoire, restez bien là. Voici le choc qui a presque fait éclater le commandement allié. De Lugubrious, le contexte du conflit. Pour comprendre pourquoi Eisenhower a fini par craquer, il faut revenir en arrière. Montgomery posait problème depuis l'Afrique du Nord. Un tacticien brillant, sans aucun doute. Un planificateur méticuleux, capable de remporter des batailles avec peu de pertes. Mais aussi un homme d'un orgueil monumental, sourd politiquement et convaincu qu'il devrait diriger toute la guerre. Après le jour J, Montgomery commandait toutes les forces terrestres alliées pendant l'invasion. Mais en septembre 1944, Eisenhower prit le commandement direct des opérations terrestres. Montgomery entra alors dans une fureur froide. Il croyait être le seul à posséder le génie militaire capable de percer en Allemagne. Dès lors, il devint une épine constante dans le flanc d'Eisenhower. Il critiquait sa stratégie du « front large », plaidait pour une percée unique menée par lui, harcelait Churchill, donnait des conférences de presse qui s'appêta le commandement américain. Bradley et Patton, eux, ne supportaient pas non plus son mépris à peine voilé. Puis survint la bataille des Ardennes, en décembre 1944. Quand Eisenhower plaça temporairement deux armées américaines sous le contrôle de Montgomery pour raisons pratiques, celui-ci y vit une preuve de sa supériorité. Il en conclut que les Américains ne savaient pas gérer une crise sans l'aide britannique. Le 7 janvier 1945, Montgomery organisa une conférence de presse tristement célèbre où il s'attribua presque tout le mérite du succès allié. Les généraux américains furent furieux. Omar Bradley menaça de démissionner plutôt que de servir sous ses ordres. Patton voulait carrément le provoquer en duel. L'alliance commençait à se fissurer et Eisenhower comprit qu'il devait agir. Dagoud, la confrontation à Versailles. La date exacte n'a jamais été notée. Ce qui s'est passé était trop explosif, mais les journaux de bord concordent. C'était vers la mi-janvier 1945. Eisenhower convoqua Montgomery à son QG pour un entretien privé. Son aide de camp, Harry Butcher, note dans son journal « Je n'en peux plus d'être diplomate avec Monty. S'il n'accepte pas mon autorité, il rentre à la maison. » Son chef d'état-major, Bedell Smith, répondit « Il était temps, monsieur. » Lorsque Montgomery arriva, il pensait trouver une réunion stratégique, mais ce qu'il rencontra, c'était Eisenhower au bout de sa patience. La discussion dura une trentaine de minutes. Aucun procès-verbal, mais plusieurs témoins rapportèrent les mêmes faits. Eisenhower entra dans le vif du sujet. « Vos propos à la presse ont gravement nui à l'unité alliée. Les généraux américains sont furieux. Les journaux réclament votre renvoi, et je ne suis pas sûr d'avoir envie de les contredire. » Montgomery voulut se justifier. Il affirma que ses paroles avaient été mal comprises. Eisenhower le coupa net. « Je me moque de vos intentions, je regarde les résultats. » Et le résultat, c'est que les Américains doutent désormais. Sommes-nous vraiment partenaires ou seulement là pour servir la gloire britannique ? Puis il le fixa droit dans les yeux. « Vous semblez penser que vous dirigez cette campagne. Vous l'avez laissé entendre à chaque conversation depuis septembre. Laissez-moi clarifier une chose. Ce n'est pas vous qui commandez, c'est moi. Si cela ne vous convient pas, je demanderai personnellement à Churchill de vous relever. » Selon un témoin, Montgomery tenta de protester, de justifier sa stratégie. Eisenhower se leva et lança la phrase passée à la postérité. « Bernard, je vais le dire une seule fois. Vous avez deux options. Acceptez mon autorité sans réserve, cessez de solliciter Churchill, arrêtez de critiquer mes généraux et de nuire à l'unité alliée. Ou refusez et je demanderai votre renvoi.
Ce sont vos seules options. Taisez-vous ou partez. » Cette expression, d'ailleurs, venait de Churchill lui-même. Il avait déjà averti Montgomery de ces mots-là. Mais maintenant, Eisenhower la prononçait avec tout le poids du commandement suprême. Il ajouta « Soyons clairs, l'armée américaine est désormais la force dominante. Nous alignons plus de divisions, fournissons plus de matériel et subissons plus de pertes. Ce n'est pas une critique, c'est un fait. Cela veut dire que les préoccupations américaines pèsent lourd. » Puis il porta le coup final. « Vous êtes un grand tacticien, mais vous manquez totalement de jugement politique. Et dans une guerre de coalition, la politique vaut autant que la tactique. Je vous ai défendu encore et encore. Après les incidents avec Patton, après vos lenteurs à Caen. Mais cette fois, je ne peux plus. » Montgomery, blême, tenta une dernière fois. « Je donnais seulement un compte rendu exact. Le secteur nord était sous mon commandement. » Eisenhower l'interrompit encore. « Faux problème. Ce n'est pas une question de détail, mais de rôle. Vous n'êtes pas le commandant suprême. Vous êtes un subordonné. Important, précieux, mais un subordonné quand même. Et si vous ne pouvez pas accepter ce rôle avec humilité, vous ne me servez plus à rien. » Enfin, Eisenhower énonça ses conditions. « Vous travaillerez avec Bradley en égal. Toute déclaration publique devra être validée par mon état-major. Et vous agirez à l'avenir de manière à renforcer l'unité, pas à la détruire. Si cela vous convient, on continue. Sinon, j'appelle Churchill cet après-midi. » Montgomery savait qu'il était battu. Churchill ne le soutiendrait pas. « J'accepte vos conditions, » répondit-il finalement. « Vous aurez ma coopération totale. » « Bien, » conclut Eisenhower. « Alors nous nous comprenons, réunion terminée. » Quand Montgomery quitta la pièce, Eisenhower resta silencieux plusieurs minutes, puis dit à Smith « J'aurais dû le faire 6 mois plus tôt. » Smith hocha la tête. « Les Britanniques n'aimeront pas ça. »« Ils comprendront, » répondit Eisenhower. « Churchill comprendra même mieux que personne. » Et il avait raison. Churchill, informé rapidement, déclara froidement. Eisenhower a affirmé son autorité. Il était temps, Montgomery devait l'entendre. Jebua. Après la tempête. Quelques jours plus tard, Montgomery envoya une lettre solennelle à Eisenhower, sans doute dictée par Churchill, exprimant sa pleine confiance en son commandement et promettant une entière coopération. La lettre était raide et formelle, mais elle marquait la fin d'une ère. L'influence de Montgomery sur les forces américaines cessa net. Il resta chef des troupes britanniques et canadiennes du Nord, mais ne fut plus jamais consulté pour les grandes décisions. Quand les Américains préparèrent le passage du Rhin, il ne fut pas convié. Lors du plan final d'invasion de l'Allemagne, Bradley et Patton parlaient directement à Eisenhower. Montgomery recevait seulement ses ordres. C'était une rétrogradation tacite, mais évidente. Gaberkim. Le sens historique. Pourquoi cette confrontation importe-t-elle ? Parce qu'elle révèle l'essence du leadership dans une coalition. Parfois, la diplomatie échoue. Et lorsqu'elle échoue, il faut avoir le courage d'imposer l'autorité nue. Eisenhower avait passé des années à gérer les égos, à apaiser les querelles, à garder l'alliance soudée par la patience. Mais vient un moment où la patience nourrit la faiblesse. Montgomery avait franchi la ligne. Son orgueil, son ambition et son refus d'accepter la suprématie américaine menaçaient l'équilibre même du commandement. En janvier 1945, Eisenhower mit fin à l'ambiguïté. L'Amérique commandait, et cela ne se discuterait plus. Churchill le comprit parfaitement. Après la guerre, Montgomery resta curieusement mesuré dans ses mémoires. Eisenhower a clarifié son autorité, et je respecte la chaîne de commandement, écrivit-il. Preuve d'un homme durablement vaincu dans un duel de volonté. Eisenhower, lui, parle peu de cet épisode, mais en privé, il confia. C'était l'une des choses les plus difficiles que j'ai eu à faire, mais aussi l'une des plus nécessaires. Monty était brillant, loyal, courageux, mais aveuglé par son ego. Et dans une guerre de coalition, cela le disqualifiait. Janvier 1945, dans un bureau de Versailles, Hick cessa d'être diplomate et devint dominateur. Il dit à Bernard Montgomery, en substance sinon en toutes lettres, de se taire ou de partir. Ce fut le moment où la patience prit fin et où l'autorité s'imposa.
Le moment où la guerre de coalition céda la place au commandement sans équivoque. Le moment où le plus grand général américain de la Seconde Guerre mondiale montra que l'unité alliée comptait plus que la fierté britannique. Montgomery resta, mais dès ce jour, son influence prit fin. Eisenhower avait gagné, non par la popularité ou l'éclat, mais par l'exercice pur et dur de son autorité au moment crucial. Et la leçon demeure. Parfois, diriger, c'est faire taire la diplomatie et dire clairement qui commande, même si cela signifie dire à votre subordonné le plus difficile de se rallier ou de sortir.